Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter un exposé concernant trois concepts clés de la programmation concurrente, notant le sémaphore, le mutex et l'interblocage. Mais avant de prolonger dans ces sujets, on va introduire notre présentation par une notion fondamentale, c'est les threads en Java, puis on va traiter les sémaphores, ainsi le mutex, l'interblocage, et on va clôturer notre présentation par un problème ou la résolution d'un problème classique. Alors, commençons par introduire la notion des threads. Donc, les threads sont des fils d'exécution qui permettent d'exécuter plusieurs tâches simultanément au sein d'un même programme et qui partagent la mémoire et les ressources de leur processus parent. Et en Java, on peut créer un thread de trois façons, soit en étendant la classe thread, c'est-à-dire l'héritage, c'est une méthode simple et qui a accès direct aux méthodes, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas hériter plusieurs fois, c'est-à-dire que l'héritage multiple n'est pas possible. Soit via une expression lambda pour une syntaxe concise, il permet d'écrire les instances d'interface fonctionnelle d'une manière concise et lisible, sans besoin de classes anonymes ou d'implémentation explicite. Mais il est limité aux tâches simples et finalement, on peut implémenter l'interface Runnable. C'est la meilleure conception pour la programmation orientée objet, pardon. Et il permet la séparation des responsabilités les plus flexibles. Il permet d'implémenter d'autres interfaces ou d'hériter d'une classe. Et il est réutilisable par autres threads. Et pour illustrer, voici un petit programme. Un thread qui compte 10 secondes pendant que l'utilisateur saisit son nom. Et si le temps expire, le programme se termine et il s'affiche Time's Up. Donc en premier lieu, on va penser à utiliser un seul main thread où on va implémenter une boucle qui va compter de 10 secondes. Et après, le champ de saisie pour l'utilisateur. Mais ici, le problème, c'est que le programme ne peut atteindre la dernière partie d'affichage du champ de saisie qu'après la fin du boucle, c'est-à-dire qu'après 10 secondes. Et cela inverse la logique attendue parce que ce qu'on attend de ce programme de, est que pendant 10 secondes, l'utilisateur peut saisir son nom dans un champ. Alors, tout cela est illustré par le résultat de l'exécution du programme, où la logique attendue est bien inversée. On peut voir que le champ n'est visible à l'utilisateur qu'après la boucle se termine. Alors la solution est créer un thread séparé où on va compter à 10 secondes. C'est le thread example qui implémente l'interface runnable et redéfinit la méthode run qui exécute une boucle de 10 itérations avec une pause d'une seconde. C'est le thread.sleep 1000 millisecondes entre chaque itération et il y a la fin du programme où il va s'afficher Time's Up. Et le main thread qui sera en charge d'accepter le nom saisi par les utilisateurs, où il demande la saisie et affiche le résultat, c'est hello plus le nom. Ou le thread exemple, le premier thread est lancé en arrière-plan. Et tout cela est bien illustré par le résultat de l'exécution du programme, où on a deux cas. Le premier cas, c'est l'utilisateur a saisi son nom avant les 10 minutes. On peut voir que le programme exit après l'affichage du résultat. C'est grâce au mot-clé système.setDémon c'est qui a pour but que le programme existe si le même programme termine. Et si on ne saisit aucun nom pendant 10 secondes, Times affiché aussi le programme exit et c'est grâce au mot-clé système.exit qui a pour but que le programme exit si on n'a rien tapé et les 10 secondes sont déjà terminées.
Passons maintenant à traiter la notion des sémaphores avec Arthur. Alors, nous entamons notre deuxième partie traitant des sémaphores. Les sémaphores ont principalement été créés pour gérer l'accès à différentes ressources par plusieurs processus. Ils ont été créés par le professeur Dijkstra. Alors, il existe deux types de sémaphores. On a les sémaphores généraux ou comptables et les sémaphores binaires. On parle de sémaphores binaires lorsqu'il n'y a que deux valeurs, 0 ou 1. Dans ce cas, on parle aussi de mutex et d'accès exclusif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par exemple, si vous avez plusieurs threads ou plusieurs processus, alors seul un thread pourra accéder à la ressource défendue par le sémaphore, ou plutôt gérée par le sémaphore. Dans l'autre cas, dans les sémaphores généraux, on a plusieurs valeurs et plusieurs instances de ressources. Alors, deux principales opérations sont utilisées dans le cas de gestion de ressources par le sémaphore. Il y a l'opération d'incrémentation. On parle d'incrémentation lorsque un processus libère une ressource. Dans ce cas, il y a incrémentation pour dire qu'un autre processus peut venir s'accaparer la ressource. Dans le cas contraire, on parle de décrémentation lorsqu'un processus s'accapare une ressource défendue par un sémaphore. Dans ce cas, cela signifie que un processus de plus ou un trait de plus a pris une ressource. Donc, dépendant des places disponibles, dépendant des nombres de threads ou de processus que le sémaphore permet, on peut avoir incrémentation et décrémentation. Imaginons que le sémaphore permette deux places pour la ressource et que vous avez par exemple 5 threads ou 5 processus. Alors, deux seront utilisés, trois ne le seront pas. Et si les deux finissent l'exécution, les trois autres, deux seront pris, ainsi de suite, grâce au principe d'augmentation et de décrémentation. Alors, les sémaphores servent à plusieurs choses, à éviter les conflits d'accès, à protéger les zones critiques et la gestion de l'accès aux ressources. Alors, comme tout algo, euh, le sémaphore a des avantages et des limites. Nous allons principalement parler des limites. Donc, dans les limites, entre autres, on peut citer les deadlocks, l'inversion de priorité et aussi la difficulté à débugger. Dans le cas de l'inversion de priorité, imaginez qu'on a quatre processus qui veulent accéder à une ressource. Par exemple, si le sémaphore admet deux processus simultanés, ça veut dire que deux autres ne pourront pas accéder à leurs ressources. Et imaginons que ces deux processus soient de priorité supérieure aux deux premières qui ont été admises par le sémaphore. Alors, il y a problème. Donc, il y a un problème de gestion de priorité, car le sémaphore contrôle seulement le nombre de processus qui peuvent accéder à des sémaphores. Pas la priorité n'est pas importante pour le sémaphore, à moins de l'implémenter. Alors, en conclusion, les sémaphores sont essentiels pour la gestion de l'accès concurrent aux ressources dans le système informatique. Donc, un petit exemple pour illustrer cela. Donc, on est dans un contexte de parking où je décide combien de voitures peuvent parquer simultanément, combien de places sont disponibles. Donc, j'ai créé Private Semaphore Places, la classe. J'ai déclaré un sémaphore, défini une fonction entrée parking que les threads vont utiliser, prenant entre 5000, prenant entre 2000 et 7000 millisecondes. Alors, donc j'ai déclaré la classe thread, non, la classe voiture qui est une extension de la classe thread, bon, qui hérite de la classe thread. Donc, j'ai surchargé la méthode run pour utiliser notre méthode entrée parking, cette méthode que les threads vont utiliser. Et pour tester public class parking sémaphore, j'ai invoqué 5 threads. Donc, alors qu'on n'a que 3 places disponibles, ça veut dire que 3 premiers threads seront acceptés, 2 autres attendront. Et quand les 3 premiers finiront de s'exécuter, les 2 autres vont utiliser le, le sémaphore. Alors, voici les résultats.
Donc, j'ai déclaré 5 voitures alors qu'il n'y a que 3 places disponibles. Donc, vous pouvez voir le résultat ici. Ce qu'on peut dire, on ne peut pas prévoir. J'ai déclaré 5 trades, voitures, 1 voiture, 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures. On ne peut pas prévoir quelle voiture va d'abord accéder à la ressource. Donc, on a déclaré voiture 2 attend, voiture 1 attend, voiture 2 est entrée. Donc, ce n'est pas la voiture, la première voiture qui est entrée, ainsi de suite. Donc, merci pour votre attention. Alors, bonjour à tous. Passons maintenant à parler d'un concept essentiel en programmation concurrente, l'homéotics. Alors, l'homéotics est un mécanisme permettant de garantir qu'un seul trade accède à une ressource partagée à un moment donné. Et comme on peut avoir, et l'homéotique, c'est un cas particulier du sémaphore binaire, mais il est utilisé différemment. Donc, comment l'homéotique est conçu pour l'exclusivité stricte, ce qui signifie qu'un seul trade peut posséder le verrou et accéder à la ressource partagée. Mais en revanche, le sémaphore permet de limiter le nombre d'accès conquérant à une ressource partagée, mais sans imposer une stricte exclusion. Et dans cette illustration, nous voyons que deux trades, le premier accède à la ressource et possède le verrou ou le mutex, et le deuxième était bloqué, mais il doit attendre que le mutex soit libéré avant de pouvoir accéder à la ressource. Alors, voyons maintenant pourquoi le mutex est si important en programmation concurrente. Suite à ce qu'on a déjà dit, le mutex joue un rôle clé en empêchant les erreurs causées par l'exécution simultanée de plusieurs threads en parallèle. Et sans lui, des conditions de course, ou bien race conditions en anglais, peuvent se produire, ce qui entraîne des résultats imprévisibles et des blocages, ou bien le deadlock en anglais. Et ce problème-là, on va le voir en détail avec Amos. Et ici, deux principes fondamentaux sont mis en avant. L'exclusion métier, c'est-à-dire qu'un seul trade peut accéder à la section critique à la fois. Et si un trade verrouille le mutex, les autres doivent attendre qu'il soit libéré avant d'accéder à la ressource partagée. Le deuxième, c'est l'atomicité des verrouillages. Le verrouillage et le déverrouillage du mutex sont des opérations atomiques, ce qui signifie qu'aucun autre trade ne peut les interrompre. Et cela évite les problèmes d'accès conquérant et garantit que les ressources partagées ne seront pas modifiées simultanément par plusieurs processus. Alors, en résumé, le mutex est un outil fondamental pour assurer une gestion sûre et efficace des ressources partagées en environnement multithread. Alors, pour implémenter ce mécanisme-là en code, on a pensé à le problème de gestion d'un pont à sens unique avec le mutex. Alors, voilà le code. La classe pont possède un mutex pour contrôler l'accès au pont et une méthode traversée qui fait le verrouillage de pont avec le mutex lock. Alors, lorsqu'un trade en voiture, c'est le cas du voiture ici, il verrouille le mutex et il affiche le message est en train de traverser le pont. On simule ce traversée-là avec le trade slip et après la fin de traversée, le Mythic était déverrouillé et pour permettre à un autre trade à accéder. Alors, ici, dans la méthode main, cinq voitures veulent traverser et chacun lance un trade qui appelle traverser, mais seule une voiture traverse à la fois grâce au Mythic. Donc voilà, ce code montre comment un mutex est utilisé pour réguler l'accès d'une ressource partagée, ici le pont, garantissant qu'un seul entité, ou bien ici, dans ce cas la voiture, est utilisée à la fois. Et voilà le résultat qui montre l'utilisation de mutex pour contrôler l'accès des voitures à ce pont de sens unique. Alors, les voitures passent une par une sur le pont, même si plusieurs ici en même temps.
C'est ça le résultat. Maintenant, nous allons voir la partie 4 dans laquelle on va aborder la notion d'interblocage ou deadlock en anglais. Donc, l'interblocage se produit lorsque plusieurs threads restent bloqués en attendant des ressources qui sont occupées par d'autres threads. Comme on peut le voir sur l'exemple, le thread 1 a besoin d'une ressource, on va dire A, qui est occupée par le thread 2, et le thread 2 a besoin d'une ressource B qui est occupée par le thread 1, et donc les deux threads restent bloqués. Voyons maintenant les causes d'un interblocage. Donc, pour avoir un interblocage, 4 conditions appelées les conditions de Kaufman doivent être réunies simultanément. La première condition, c'est l'exclusion mutuelle, c'est-à-dire une ressource est occupée par un seul thread à la fois. La deuxième condition, c'est possession et attente, c'est-à-dire un thread occupe une ressource tout en attendant qu'une autre ressource lui soit attribuée. La troisième condition, c'est la non-préemption, c'est-à-dire une fois qu'un thread termine l'utilisation d'une ressource, il doit la libérer de lui-même. La quatrième condition, c'est l'attente séculaire, c'est lorsqu'un ensemble de threads forme une chaîne séculaire de dépendance. Et chaque thread attend une ressource qui est occupée par un autre thread. Prenons un exemple de 3 threads, T1, T2 et T3, et 3 ressources A, B et C. Le thread 1 occupe la ressource 1, mais il attend la ressource B qui est occupée par le thread 2, et le thread 2 occupe la ressource B, et il attend la ressource C qui est occupée par le thread 3. Le thread 3 a besoin d'une ressource A qui est occupée par le thread 1. Donc, les 3 threads forment une chaîne séculaire de dépendance. Maintenant, comment éviter ou gérer les interblocages? Donc, premièrement, on doit ordonnancer des ressources dans un ordre précis pour éviter des cycles d'attente. Deuxième condition, on doit implémenter des timeouts, c'est-à-dire on doit fixer une durée maximale d'attente pour chaque thread et au-delà de laquelle le thread doit abandonner la demande de la ressource. Troisième condition, on doit effectuer ce qu'on appelle la détection dynamique, c'est-à-dire on doit surveiller le système en temps réel et détecter les interblocages dès qu'ils se produisent. Maintenant, on va voir une implémentation du concept en Java. Donc, j'ai défini une classe ressource et j'ai implémenté 2 méthodes synchronisées, la méthode 1 et la méthode B. Donc, si on regarde l'implémentation de la méthode 1, on doit passer en paramètre un objet de type ressource. Et ici, on va afficher comme quoi le thread a commencé l'exécution de la méthode 1. Et on va, ici, on attend une seconde. Et ici, on appelle la méthode B de l'objet de type ressource qu'on va passer en paramètre. Et ici, on va afficher comme quoi le thread a terminé l'exécution de 1. Donc, pour B, c'est la même chose, sauf ici, on ne va pas passer en paramètre un objet de type ressource. On va juste afficher les messages ici. Donc, dans la classe test, j'ai créé deux objets de type ressource, S1 et S2, et j'ai créé 2 threads, T1 et T2. Et dans la méthode run de T1, je fais appel à la méthode 1, et dans la méthode run de T2, je fais appel à la méthode 1, et on échange les objets. Donc pour S1, on va passer en paramètre S2. Pour S2, on va passer l'objet S1 en paramètre. Donc on échange les objets. Donc on va avoir un interblocage car T1 verrouille la ressource S1 et T2 verrouille la ressource S2. Donc c'est-à-dire on va juste afficher le premier message, c'est-à-dire le thread T1 a commencé l'exécution de 1 et le thread T2 a aussi commencé l'exécution de
l'exécution de 1. On ne va pas faire la suite du programme, car on va avoir un interblocage. OK? Donc, voici le résultat après avoir exécuté le programme. On a juste affiché le premier message et on n'a pas fait la suite du programme. Clôturons maintenant notre présentation par le traitement d'un problème classique du producteur et du consommateur. Le problème du producteur-consommateur est un problème classique en programmation concurrente où un producteur génère des éléments et les place dans une zone tampon, c'est buffer, et un consommateur prélève ces éléments du buffer et les traite. Cependant, la zone tampon a une capacité limitée, donc il faut gérer l'accès concurrent pour éviter deux choses. Soit une surcharge, où le producteur ne peut pas ajouter si le buffer est plein, soit une sous-charge, c'est-à-dire le consommateur ne peut pas retirer si le buffer est vide. Et, donc, comme solution, c'est d'utiliser un sémaphore ou un mutex plus conditions pour synchroniser les accès. Premièrement, on a élaboré une classe buffer qui gère le buffer ou le tampon partagé entre les producteurs et les consommateurs. Il utilise un tableau d'entier et un index pour suivre la prochaine position disponible. On a créé un sémaphore vide et un sémaphore plein pour contrôler les accès selon la capacité et un mutex qui garantit qu'un seul thread, soit producteur, soit consommateur, qui a accès au tampon à la fois. Puis, on a élaboré la méthode produire qui commence par l'acquisition du sémaphore vide si et seulement si la place est disponible. Puis, elle verrouille le mutex et ajoute l'élément, puis le déverrouille. Et enfin, il libère le sémaphore plein pour signaler qu'un élément est disponible. Ainsi, la méthode consommée qui acquiert le sémaphore plein, si et seulement si un élément est disponible, puis verrouille le mutex, retire l'élément et puis le déverrouille et enfin il libère le vide pour indiquer qu'une place est vide. Et finalement, on a élaboré la classe du test qui crée deux producteurs et deux consommateurs. Chaque producteur produit 5 éléments avec un délai de 100 millisecondes et chaque consommateur consomme 5 éléments avec un délai de 800 millisecondes. Les délais simulent un traitement asynchrone et montrent comment la solution gère les vitesses variables. Finalement, on peut affirmer que l'exécution de notre programme qui utilise deux concepts, le premier concept c'est le sémaphore pour assurer que les producteurs ne produisent que si une place est disponible et empêcher les consommateurs de consommer si le buffer est vide, ainsi le concept du mutex pour qu'un seul thread à la fois peut modifier le buffer évitant ainsi des incohérences. Et comme j'ai déjà dit, l'exécution illustre parfaitement la synchronisation efficace entre les producteurs et les consommateurs qui possèdent un équilibre entre la vitesse de production et consommation et illustre ainsi le rôle clé des sémaphores pour gérer les accès conditionnels, ainsi l'importance du mutex pour protéger les sections critiques. Et plus précisément, cela prouve la bonne gestion d'interblocage, la bonne gestion d'interblocage où on a utilisé plusieurs stratégies. Pour plus de détails, alors les sémaphores vides et pleins qu'on a utilisés sont toujours acquis avant le mutex. Parce que si on inversait cet ordre, un thread pourrait bloquer le mutex tout en attendant un sémaphore, ce qui va paralyser tous les autres. Alors ici, le mutex n'est pris que quand la ressource est garantie. Et grâce au sémaphore,
aucun thread ne détient une ressource tout en attendant une autre. Parce que cela va briser une des conditions nécessaires au deadlock, c'est-à-dire interblocage. Alors cette combinaison de sémaphores pour la synchronisation conditionnelle et d'un mutex pour les sections critiques garantit un système sans interblocage et équitable pour tous les threads. Et maintenant, on est arrivé à la fin de notre présentation. J'espère que vous avez profité des informations qu'on a présentées. Et merci pour votre attention.